J'appelle les participants à la table ronde à bien vouloir me rejoindre. C'est encore moi. Voilà, nous entrons dans une table ronde. Alors, je vais donner les règles du jeu. Les règles du jeu, je les ai déjà données et je remercie tous les participants. On va faire un tour qui va aller finalement de l'Europe aux stratégies qui sont mises en place dans des pays ou des régions. Chacun aura à son tour la parole pendant, on va dire, on n'est pas en retard, donc 7-8 minutes. Et ensuite, ce qu'on souhaite, c'est vraiment un échange avec la salle. Donc, nous allons commencer. Comment se prononce votre nom? Je vois. Cré. Voilà, je ne voulais pas. Donc, Madame Cré, vous êtes chef d'unité de Clean Energy Transition à la Commission européenne. Et nous voulons commencer vraiment par ce niveau européen. On est à Bruxelles, on est un certain nombre de pays. L'Europe a adopté une stratégie hydrogène. Et ce qui nous intéresse ici, c'est comment peut-on envisager la déclinaison de cette stratégie européenne dont vous allez dire un mot à l'échelle, bien sûr, des régions et des territoires. Je vous laisse la parole. Vous avez un micro. Je pense qu'ils sont en marche. Ah oui, merci. Bon après-midi. D'abord, je vous remercie beaucoup pour l'invitation et je souhaite excuser ma directrice, dont je suis aussi l'adjointe, qui n'a malheureusement pas pu venir. Et puis, vraiment dire que c'est très important pour nous d'être ici. L'approche de l'hydrogène pour les régions, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite développer énormément à la Commission. Et en plus, ça me permet de parler français, ce qui est rare, je dois dire pour l'instant, puisque en général, dans la recherche, on parle plutôt anglais. Nous avons effectivement sorti une stratégie hydrogène et nous avons aussi publié en janvier un document des services de la Commission sur le développement de cette stratégie, la mise en œuvre de cette stratégie en ce qui concerne la recherche et l'innovation. Donc, si vous ne l'avez pas lu, allez-y. Pour une fois, c'est relativement court et clair. Enfin, j'espère. On a fait ce qu'il fallait pour. Dans cette stratégie, on parle des hydrogen valleys, des vallées hydrogènes, et pour nous, c'est un outil essentiel. Le Repower EU, donc la conséquence en matière d'énergie, les mesures immédiates et à plus long terme pour augmenter l'indépendance énergétique de l'Union européenne, font une part belle à l'hydrogène. D'abord, à court terme, évidemment, pour développer sa production dans l'Union européenne et son importation, mais aussi pour développer de façon générale un écosystème de l'hydrogène dans l'Union européenne. Et nous pensons à la DG Recherche, vous savez, à la recherche, on voit loin. C'est notre spécialité. On pense qu'il faut développer des outils locaux pour jouer, pour utiliser les ressources locales en matière d'énergie renouvelable. Chaque région, chaque ville, chaque région agricole, chaque partie de l'Union européenne a des conditions différentes. C'est essentiel de jouer avec ces conditions de la meilleure façon d'optimiser leur usage pour développer l'énergie renouvelable qui peut être produite localement, mais aussi pour transformer, lorsque c'est nécessaire, en hydrogène, et surtout en hydrogène vert. Pas exclusivement, mais surtout. Donc, c'est important parce que ça crée des écosystèmes qui peuvent être indépendants aussi. Ça s'appelle des vallées hydrogènes. Ça augmente l'autonomie, ça augmente la résilience face aux crises. Donc, vous voyez que ce n'est pas juste une application d'un système, c'est un système en lui-même qu'on doit développer. Et pour ça, il faut s'appuyer sur les régions et les programmes régionaux. Alors, la recherche peut financer une partie des choses. Donc, l'évaluation préliminaire, ce qu'on appelle Needs Assessment, les ressources, Resource Assessment, et ensuite bâtir un projet. La recherche peut aussi financer l'ajustement de des technologies à la situation locale. Mais après, il s'agit d'investir.
Et donc, si on fait ça, c'est parce qu'on pense que l'Union européenne peut montrer la voie, et aussi parce que le fait d'avoir un projet global qui crée une vallée hydrogène, ça permet de sécuriser les investisseurs, privés ou publics. Donc c'est très ambitieux, c'est honnêtement très ambitieux. On envisage à l'horizon 2030 d'avoir 100 vallées hydrogène dans le monde et dont plus de la moitié en Europe. Actuellement, on en a 23 et sur ces 23, elles ne sont pas toutes opérationnelles. Elles sont en construction. Donc pour nous, c'est urgent d'accélérer, de trouver l'argent, de mobiliser les fonds. Au niveau mondial, ça se fait avec Mission Innovation, où on a une mission hydrogène que l'Union européenne, la Commission, co-dirige avec d'autres pays. Nous voulons accélérer au niveau mondial et au niveau local et au niveau européen. Et bien sûr, ça passe par les régions. Ça passe par le national, ça passe par les régions. Alors moi, j'ai une autre petite chose dans ma tête concernant le rôle des régions. Bon, bien sûr, il y a la plateforme régionale, il y a le rôle des plateformes régionales pour la recherche et l'innovation. Donc avoir une vallée hydrogène, ça va nourrir quelque part l'éducation, l'enseignement dans ces régions. Et c'est important parce qu'on manque des capacités, on manque des compétences en matière d'hydrogène. Donc, je pense que vous en parlerez, ce grand projet Skills, compétences. On est heureux que Hydrogène Europe Recherche ait obtenu ce financement d'Erasmus+, pour développer des programmes de formation. Et l'ambition, pourquoi on soutient ce projet, c'est qu'ensuite, ça puisse être diffusé dans tous les instituts de recherche et de formation. Et on ne parle pas que des métiers de la recherche, on parle des métiers de l'hydrogène en général. Donc les opérateurs, les réparateurs, les techniciens, tous les métiers. Et bien sûr, petite parenthèse, si ça pouvait aussi aller vers, disons, un équilibre des chances pour les femmes, ça serait bien. Mais ça, c'est personnel, bien sûr. Enfin, vous savez que gender balance, c'est quelque chose de très important pour la Commission européenne. Et la deuxième petite chose que j'ai en tête, et je voudrais me référer à Repower EU, si vous avez déjà regardé cette communication. Nous avons beaucoup de problèmes, enfin vous, les autorités nationales et régionales et locales ont souvent des problèmes pour développer des énergies renouvelables, ce qu'on appelle le permitting, l'octroi de permis au niveau local. Et l'idée, c'est de mobiliser les citoyens, c'est-à-dire que l'énergie qui va être produite serve d'abord à ceux qui sont sur place et que ce soit le surplus qui aille dans le réseau. Et ça peut permettre de débloquer beaucoup de situations dans notre analyse. C'est de mobiliser les citoyens pour qu'ils soient le partenaire, pas juste informés, partenaire, qu'ils en voient les bénéfices directs. C'est aussi quelque chose qu'on aimerait développer et je pense que vous verrez que dans l'action plan, le plan d'action de Repower, il y aura un point sur cet aspect de permis et de tests de contraintes réglementaires. Voilà, je pense que j'ai épuisé toutes mes minutes. J'avais plein de choses à dire, mais je n'ai pas. Je préférerais répondre aux questions. Juste pour mentionner à la fin que je dois rendre à César ce qui est à César. J'ai fait pas mal de latin dans le passé. Et donc, je voudrais simplement signaler que les vallées hydrogènes ont été développées par notre entreprise commune sur le clean hydrogen et que l'entreprise commune a en place une plateforme pour répertorier et aider ces vallées hydrogènes et que dans le nouveau programme de l'entreprise commune, on va mettre encore plus d'argent dedans. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Madame. Merci Madame, vous avez été vraiment très claire sur la place du local et comment il pouvait se mettre en place. Je vais passer la parole à Monsieur Laurent Anthony, qui est le président de Hydrogen Europe Research. Vous êtes aussi chercheur au CEA, organisme de recherche et d'innovation français. Et comment cette organisation finalement européenne, comment ce réseau fonctionne, puisqu'il est déjà en place, puisqu'il est déjà, je crois, relativement puissant, et nous dire comment il compte agir. Bonjour à tout le monde et puis merci pour l'invitation. Alors effectivement, Hydrogène Europe Recherche est aujourd'hui une association qui a 14 ans. On a été créé en 2008, justement au démarrage de la première entreprise commune en 2008. Alors
À quoi sert-elle? En fait, on peut commencer par reprendre quelques mots de Madame la ministre fédérale qui parlait à la fois de collaboration et d'innovation. Collaboration, je dirais, c'est l'ADN même des chercheurs. On va dans des conférences, c'est pour échanger des résultats. Donc c'est vraiment pour collaborer, échanger. Et innovation, forcément, un chercheur, on est là pour proposer des recherches en rupture, certaines qui vont émerger, d'autres non, ou pas tout de suite. Donc c'est un peu notre ADN. Et ensuite, européenne, quel avantage? En fait, nous essayons d'appliquer le principe d'additionnalité, qui fait que 1 + 1 = 3. Et donc là, c'est vraiment comment pouvons-nous, au niveau européen, utiliser le maximum de compétences des acteurs de la recherche, qui peuvent être vus comme suffisamment diffus, mais finalement, s'il y a une entité qui coordonne, synchronise, on va pouvoir faire ce 1 + 1 = 3. Et c'est tout à fait l'objectif de notre association. En 2008, un peu plus d'une trentaine de membres, une petite dizaine de pays européens. Aujourd'hui, 108 membres, 50%, on va dire, d'universités, 50% d'instituts de recherche, de 20 États membres, bientôt 21, la semaine prochaine normalement, et 25 pays en tout. Donc, vous voyez, on a effectivement pris un peu d'ampleur, et l'idée est vraiment donc de nous coordonner en termes thématiques, donc effectivement faire en sorte que les chercheurs travaillant sur un même sujet puissent échanger, également en termes d'infrastructures, parce que encore pour valider nos idées, faut-il que nous ayons à disposition des infrastructures de recherche et des infrastructures technologiques, et technologiques notamment pour assurer un lien avec les besoins industriels. Donc là aussi, le fait d'être un interlocuteur au niveau européen nous permet d'échanger directement avec notre frère ou sœur, pour tenir compte des propos d'Hélène Cray, l'association sœur Hydrogène Europe Industrie, et donc de pouvoir vraiment échanger sur nos priorités, de s'assurer que les besoins industriels, à court, moyen, mais long terme aussi, puissent être entendus par la communauté européenne de recherche. Et puis enfin aussi assurer un dialogue avec la Commission européenne, qu'on ne remerciera jamais assez d'avoir eu cette vision long terme, puisqu'en fait la Commission, l'hydrogène, nous en parlons beaucoup depuis 2, 3, 4 ans, étant depuis 20 ans dans le sujet. La Commission européenne soutient des programmes hydrogène depuis 20 ans. Même plus de 20 ans. Alors bien sûr, à des budgets faibles qui sont croissants chaque année, mais elle avait cette vision déjà depuis plus de 20 ans, dire l'hydrogène est un vecteur qu'il va falloir soutenir aussi au niveau européen. Et puis c'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers au niveau européen d'être quand même un des leaders mondiaux, aussi bien en termes de recherche qu'en termes d'industrie. Alors après, que devons-nous faire? C'est essayer de rester leader. Je vais reprendre un peu une image qu'avait prononcée M. Fatih Birol, le directeur de l'IEA, lors du lancement de l'entreprise commune fin novembre, en disant l'hydrogène peut être vu comme un marathon. Ça reste comme une technologie jeune, donc c'est une course long terme. Aujourd'hui, nous sommes au début de ce marathon. L'Europe est leader, mais encore faut-il qu'elle le reste, parce que les médailles sont distribuées au bout des 42 km, pas au bout de 10 km. Et donc, essayons de ne pas retomber dans les travers des technologies précédentes. L'Europe était toujours forte en innovation, en recherche. L'industrialisation a quelque peu péché. Donc, faisons en sorte que l'hydrogène soit un bel exemple de dire non seulement nous sommes forts en innovation, mais nous avons tout le transfert industriel. Et pour ça, l'industrie européenne a le plein soutien de la recherche européenne aussi. Donc, voilà un peu nos travaux de coordination avec les autorités publiques, que ce soit au niveau européen, mais aussi au niveau des États membres. Et là, on revient, ou des régions, puisqu'en fait, nous sommes localisés dans un pays, dans une région, et donc de s'assurer qu'il y ait cette cohérence, cette coordination à tous les échelons géographiques et politiques. Alors, je voulais juste revenir peut-être en termes de ce que j'ai entendu jusqu'à présent. En tant que chercheur, nous devons aussi, puisque c'est aussi dans notre ADN, d'être le plus intègre et le plus, scientifique, avec une démarche scientifique. Donc de ne pas forcément s'attacher trop à la sémantique, mais d'être sur des faits. Donc aujourd'hui, bien sûr, ce que nous visons, notre objectif premier, c'est à la fois atteindre nos objectifs climatiques. Et là, la Commission européenne, avec le paquet Fit for 55, maintenant REPowerEU, va dans ce sens-là. Tous les États membres ont aussi cet objectif d'atteindre les objectifs de COP21. Et aussi, en même temps, développer l'industrie. Parce que européenne, comme je le disais tout à l'heure. Donc là, c'est pour ça, on parle beaucoup d'hydrogène vert. Déjà, je pense que les couleurs, il faudrait s'en affranchir, puisqu'on fait un bel arc-en-ciel. C'est joli quand il pleut, après la pluie, c'est joli un arc-en-ciel. Mais l'objectif, c'est quand même un objectif climatique, environnemental et industriel, mais surtout environnemental. Donc utilisons des mots et parlons d'hydrogène renouvelable, bas carbone ou fossile.
Et dans ce cas-là, ce que nous cherchons, c'est à développer, comme l'a dit Hélène, bien sûr l'hydrogène renouvelable, mais surtout l'hydrogène qui émet le moins possible. Et dans ce cas-là, il ne faut pas différencier l'hydrogène renouvelable et bas carbone. Et c'est là la démarche scientifique qui est importante, de dire, en fonction des modes de production, de transport et d'utilisation, à la fin, quel est l'hydrogène qui permet de répondre au mieux à ces objectifs. Donc là aussi, je pense que c'est un pan important de notre activité. Et enfin, Hélène a parlé tout à l'heure du côté compétences. Donc bien sûr, un chercheur fait des activités de recherche, mais aussi de formation. Donc là aussi, nous, côté Hydrogène Europe Recherche, nous essayons de contribuer à développer une main-d'œuvre européenne compétente, aussi bien au niveau ingénieur, docteur, mais aussi au niveau technicien, opérateur. Et là, ce n'est pas que la formation initiale de premier cycle, mais c'est aussi aller vers la formation continue. Et là, justement, grâce à ce projet Erasmus+, plus les projets qu'on a en cours en termes de formation, c'est pouvoir répondre à cette demande. Et je pense que ça risque d'être un point bloquant, plus que la production elle-même, c'est avoir la ressource et la main-d'œuvre nécessaire pour faire tourner toutes ces gigafactories et toutes ces vallées de l'hydrogène. Donc là, en France, nous avons fait avec France Hydrogène un livre blanc sur les compétences métiers. Nous avons recensé 85 métiers dont la filière hydrogène a besoin. Et j'allais dire, malheureusement, sur ces 85, il y en a déjà 17 en tension, où il est difficile de trouver aujourd'hui de la main-d'œuvre. Donc nous voyons finalement, c'est un challenge, on en parle moins, mais c'est une vraie opportunité de création d'emplois. Et il faut vraiment le prendre à bras-le-corps. Et là, au niveau national et européen, du coup, nous essayons de contribuer pour développer cette main-d'œuvre dont l'industrie européenne aura besoin. Donc voilà en quelques mots le rôle un peu de notre association Hydrogène Europe Recherche. Merci beaucoup. Eh bien, ça fait toute une transition trouvée avec Michel Depape, qui est professeur à l'université de Gand et surtout président de Beehive, qui est Belgian Hydrogen Fundamental Expertise. Justement, je pense qu'on parle des compétences que l'on doit avoir au niveau de la recherche et de la formation. Mais vous allez déjà nous en dire plus sur Beehive. Merci beaucoup. Si je peux, je veux continuer en anglais, car mon français n'est pas si bon pour le parler. Aucun souci, on est à disposition mais... de la traduction. Mais merci pour l'effort en français au début. Merci beaucoup. Bonjour, je suis effectivement président du projet Beehive et je suis un exemple du secteur académique qui montre à quel point les choses peuvent fonctionner. La Belgique est un pays très complexe que je connais bien puisque j'y vis et voilà, pour ceux qui n'y vivent pas, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais alors en Belgique, il y a des régions et on a évoqué la coopération interrégionale. En Belgique, c'est parfois plus simple de collaborer avec un pays voisin qu'avec la région d'à côté, même si on y parvient très bien. Nous comptons sur de nombreuses universités et centres de recherche qui travaillent sur la question de l'hydrogène et sous différents prismes. Et nous avons voulu regrouper ces instituts, nous avons aussi voulu regrouper les chercheurs. Et vous l'avez dit tout à l'heure, nous devons axer notre action sur les jeunes et c'est ce que fait Beehive. Donc, nous avons commencé à échanger sur des sujets qui pouvaient faire le lien entre les différents maillons de la chaîne de valeur. Nous devons nous concentrer sur cette chaîne de valeur. Nous devons créer et nous avons établi un plan sur la chaîne de valeur et nous avons constaté qu'à chaque fois, il y avait des experts dans le nord et ou dans le sud de la Belgique. Nous avons donc interpellé le ministère de l'Énergie pour pouvoir obtenir des financements afin que tous ces étudiants, tous ces chercheurs puissent travailler sur les aspects les plus techniques tels que la chimie, le transport, mais aussi sur d'autres questions liées à la géopolitique pour développer la dimension sociale de l'hydrogène. Donc, nous nous concentrons en fait sur tout un éventail de sujets. Et c'est la raison pour laquelle je parle de chaîne de valeur, de supply chain en anglais. Nous comptons aussi un conseil consultatif composé de partenaires industriels et à Anvers, nous pouvons compter sur un pôle chimie extrêmement fort, à l'avant-plan en Europe, dont les activités reposent sur l'hydrogène en tant que composant chimique.
Donc, pour passer à la chimie verte, on a besoin de l'hydrogène. On en est bien conscient et c'est la raison pour laquelle, au sein du projet, nous comptons sur l'aide de toute une série d'entreprises qui collaborent avec nos étudiants, qui débattent. Nous avons organisé la semaine dernière la semaine de l'hydrogène à Anvers et toutes ces entreprises étaient présentes pour travailler côte à côte avec les étudiants, les aider à étoffer, à pousser plus loin leurs résultats de recherche, puisque l'ensemble de la société et toutes les activités industrielles doivent pouvoir opérer cette transition. Et nous, eh bien, représentants du monde académique, sommes là pour apporter notre pierre à l'édifice. Et puis, je le disais, nous travaillons aussi avec les politiques. Nous avons signé un accord avec le ministère et nous sommes fixés l'objectif de faire rapport de manière intermédiaire pour que les entreprises puissent bien planifier leurs investissements. De la même manière, nous débattons avec et échangeons avec les représentants du ministère. Les experts vont à des réunions au cabinet ministériel pour échanger, faire part des résultats de leurs recherches, orienter le gouvernement sur ce qui est possible de réaliser et ce qui n'est pas possible de réaliser, parce que bien sûr nous voulons rester à l'écart de ce climat de désinformation. Fabrice Lemoine, alors on se connaît, on est de la même université, donc je vais l'appeler Fabrice. Tu es professeur à l'Université de Lorraine et responsable de deux choses. Un projet à l'Université de Lorraine sur l'hydrogène, mais aussi tu es impliqué dans le programme national France 2030 qui concerne la décarbonation de l'industrie. Donc, comment on fait le lien entre le très local, finalement, le national et le régional? Oui, merci Pierre et merci pour l'invitation. Alors, je pense que la réponse est à plusieurs niveaux, hein. Alors, d'abord, sur le plan national, bon, tu as évoqué France 2030, donc je vais commencer par là, effectivement, dans le cadre de France 2030, donc, qui est un vaste dispositif d'investissement qu'on appelait avant le plan des investissements d'avenir. Donc la France est dotée d'une stratégie d'accélération sur l'hydrogène décarboné qui est dotée d'un peu plus de 7 milliards d'euros, hein, qui comprend un volet déploiement, un déploiement de projets sur l'hydrogène bas carbone, qui comprend un volet recherche qui est tout à fait significatif, qui vise à développer à préparer le développement des technologies du futur, essentiellement dans des gammes de maturité technologique relativement basses. Un dispositif de maturation des technologies, alors qui vise là à développer et à transférer vers l'industrie des technologies plutôt made in France, adaptées au système énergétique français, bien sûr, mais pas uniquement. Et puis un volet création ou développement des compétences. Alors ça a été évoqué plusieurs fois. On a besoin de développer des compétences, en particulier sur une filière nouvelle comme l'hydrogène, alors comme ça a été fait par France Hydrogène. Voilà, tous ces volets sont intégrés dans le cadre de la stratégie d'accélération hydrogène décarboné, avec un plan ambition particulier d'arriver à peu près à 6 gigawatts d'électrolyse à l'horizon 2030. Hein. Alors, au-delà de la recherche, on a des alliances en France. On a une alliance sur l'énergie. Ça ressemble un petit peu au dispositif qui était présenté par mon collègue de droite, qui conseille finalement les pouvoirs publics en matière de politique publique sur la recherche. Donc, les alliances, ça regroupe les organismes de recherche. On a des gros organismes, hein. Laurent Anthony est issu de l'un de ces organismes. Et les universités, le CNRS, et donc voilà, pour pouvoir identifier à la fois les verrous technologiques, les verrous non technologiques qui vont permettre de soutenir la programmation nationale de la recherche. Voilà, et puis je vais mentionner aussi l'initiative du CNRS, donc le Centre national de la recherche scientifique, qui au niveau national a fédéré l'ensemble des acteurs de l'hydrogène au travers une fédération, et donc qui dispose d'un inventaire
important, à la fois des compétences et des plateformes. Alors, évidemment, bon, une fois décrits ces dispositifs nationaux, aller au-delà des frontières, c'est complètement indispensable, évidemment. Donc, ça veut dire qu'il faut monter des projets qui sont transfrontaliers. Faut pouvoir y impliquer les chercheurs. Alors ça, c'est la première chose. Sachant que les chercheurs, évidemment, ils peuvent travailler avec le monde entier, hein, surtout quand les sujets sont plutôt, on va dire, amont. Donc ça veut dire que ces projets transfrontaliers, pour qu'ils réussissent, il faut un certain nombre de caractéristiques. La première, c'est pouvoir, et ça, il faut en avoir conscience, pouvoir y intégrer une partie de recherche qui soit suffisamment amont. En général, c'est ce qui permet de tisser les liens. Ça paraît complètement indispensable. Alors, faut pas négliger non plus quelque chose qui est de trouver des sujets d'intérêt commun. Alors, c'est compliqué, hein, les systèmes académiques d'enseignement supérieur et de recherche ne sont pas les mêmes quand on va traverser les frontières, mais les systèmes énergétiques et la façon de penser l'énergie n'est pas forcément la même, hein. En France, l'hydrogène est plutôt vu comme produite à partir du réseau électrique. Le réseau électrique étant alimenté par une forte proportion d'énergie nucléaire, comme on le sait, enfin d'électricité nucléaire. Si on va regarder du côté allemand, où on a beaucoup d'énergie renouvelable variable, on s'est plutôt vu comme un moyen de stocker massivement de l'énergie pour assurer à l'avenir une production basse. Donc on est sur des stratégies assez différentes. Je pense que voilà, c'est évidemment toute la difficulté de l'Europe. On a des objectifs communs, mais on a des trajectoires qui peuvent différer en fonction des pays, des origines géographiques. C'est tout l'intérêt, et c'est tout l'intérêt évidemment d'avoir des politiques européennes. Alors ensuite, il faut qu'il y ait une plus-value pour le territoire. Il faut que le territoire ait une plus-value pour la recherche. Ça doit aller dans les deux sens. Alors ça paraît extrêmement importante. Alors d'abord, l'hydrogène, finalement, qu'est-ce que ça permet de faire au niveau d'un territoire? Ça permet de faire se rejoindre des sources d'énergie, finalement, des ressources énergétiques qui peuvent être captées d'ailleurs maintenant d'une manière un peu nouvelle avec les énergies renouvelables. Donc des ressources énergétiques et puis des besoins. Alors c'est tout l'intérêt de travailler sur une maille territoriale, évidemment. Donc ça peut créer potentiellement un écosystème. Et d'autre part, pour la recherche, alors ça a été bien mentionné dans un autre événement présidence française de l'Union européenne que j'avais organisé à Strasbourg, ça permet de réduire la complexité. Quand on veut aborder un problème systémique, un problème de territoire, on va mélanger à la fois des usages, on va mélanger des ressources. C'est un problème systémique qui est relativement complexe. Hélène Crey l'a dit, il faut y impliquer les citoyens aussi, parce que un territoire, c'est vécu, c'est habité. Ça va rencontrer des usages, habiter, se déplacer, produire, etc., etc. Donc ça veut dire que c'est un problème systémique extrêmement complexe. Et précisément le territoire, par rapport à un espace national, international, européen, ça permet de réduire fortement la complexité. Et ça permet de mieux comprendre finalement comment la source va rencontrer l'usage et va permettre d'y impliquer finalement le end user, le citoyen qui n'est pas une barrière sociale d'ailleurs, ça a été dit très très souvent. Alors évidemment le territoire transfrontalier c'est intéressant parce que ça va permettre de mélanger des cultures relativement différentes. Ça va permettre donc finalement de réfléchir à cette vision un petit peu systémique. Je vais citer un petit exemple que je connais bien, qui est dans le territoire de la Lorraine. Le projet Mosaïque, hein, il vise à finalement mettre en relation des besoins en hydrogène d'une aciérie allemande pour aller faire de la réduction directe du minerai de fer, donc décarboner de la production d'acier. Alors, évidemment, c'est complètement essentiel pour décarboner l'industrie, l'hydrogène, hein. Non pas en termes de source d'énergie, mais pour produire de la chaleur, pour amener une ressource hydrogène, parce qu'il y a beaucoup de chimie qui est basée sur l'hydrogène, et puis pour décarboner des choses comme la production d'acier, qui est un émetteur fatal de carbone extrêmement important.
Donc un besoin en hydrogène d'une aciérie et une production d'hydrogène qui sera assurée de l'autre côté de la frontière par un projet hydrogène qui est basé sur des ressources énergétiques locales qui pourront être renouvelables ou non renouvelables d'ailleurs, grâce au réseau électrique français. Donc clairement, il faut assurer le transport de cet hydrogène. Ça veut dire que l'idée, c'est de rétrofiter finalement une conduite, conduite gazière. Sauf que ça va générer des besoins de recherche plus amont parce qu'on ne transporte pas de l'hydrogène comme on transporte du méthane, évidemment. Il y a des problématiques de matériaux, il y a des problématiques de revêtement, de traitement de surface à réfléchir. Et puis, d'un autre côté, cette conduite, elle va permettre de créer des relations économiques, des relations sociales un petit peu nouvelles entre les territoires, entre un territoire français et un territoire allemand. Et donc de développer finalement des opportunités un petit peu nouvelles sur le plan économique. Donc finalement, c'est le réseau d'hydrogène qui va tisser des relations économiques. Et donc on voit que là, la recherche, le développement de projets territoriaux sur l'énergie va permettre de créer des relations économiques. Voilà. Donc des modèles de gouvernance aussi, des modèles de gouvernance transfrontalière qui sont intéressantes, qu'il faut inventer. Donc ces territoires, finalement, ils permettent d'inventer, en plus des innovations technologiques, des innovations qui sont plus sociales, plus sociétales. Et alors, on a parlé d'embarquer les citoyens. Alors moi, ça me paraît complètement essentiel, hein, embarquer les citoyens dans les projets, embarquer les parties prenantes d'une manière générale, donc des industriels, évidemment, des élus, il y a de la gouvernance, donc la société civile, pour précisément ne plus parler en bout de chaîne d'acceptabilité d'un projet, mais pour rendre d'emblée le projet co-construit, désirable, et finalement, effectivement, transformer une opportunité industrielle en une opportunité un peu plus systémique, une opportunité de territoire, une innovation sociale, où on pourra effectivement prendre en compte cette notion de résilience. Fabrice, oui. Tu es arrivé à la fin de ton temps déjà. Je suis arrivé à la fin de mon temps. C'est très bien. Non, mais alors maintenant il y a un autre exercice. C'est justement, comme on l'a dit, il y a beaucoup de parties prenantes. Dans la salle, on a des industriels, des gens du monde académique, du monde politique. Et je remercie la première personne qui posera une question, monsieur. Et je vous prie de vous présenter. Alors, les questions, il est prévu qu'il y ait un micro sur le côté. Il y en a un de chaque côté pour que tout le monde puisse vous entendre, que la question puisse être traduite. Il y a un petit héritage aussi de la pandémie, à mon avis. Je pense que les micros se mettent en route automatiquement. Presque automatiquement. Je pense que vous pouvez y aller, monsieur. Ah. Benoît Confé, BCO Conseil, société de conseil stratégique aux institutions et aux industries, qui est implantée en Grand Est en France et qui rayonne à l'international. Ma question... Bien quelqu'un qui essuie les plâtres. Voilà. Voilà. Merci aux gens de la technique. Merci beaucoup. Donc je reprends. Benoît Confé, BCO Conseil, société de conseil en stratégie dédiée aux institutions et aux industries, implantée en France en région Grand Est avec un rayonnement à l'international. Ma question va reprendre des éléments que M. Antony nous a apportés, mais c'est une question qui s'adresse à toutes et à tous. Monsieur Antony, vous avez évoqué 85 métiers, dont 17 en tension. Aujourd'hui, lorsque l'on pense stratégie énergétique, je vais aller un tout petit peu au-delà de l'hydrogène, parce qu'on sait très bien que tout ça, c'est une histoire de maillons dans une chaîne. Lorsque l'on pense stratégie énergétique, on pense également reconversion de territoire. La reconversion d'un territoire, si on va pas très loin d'ici, vers Dunkerque par exemple, on voit bien qu'il va y avoir une remodélisation des implantations industrielles, il va y avoir une remodélisation également
des modélisations existantes de production et de consommation. Demain, est-ce que la réflexion est déjà lancée pour accompagner justement cette montée en compétences sur les formations métiers avec des transitions métiers des anciens domaines de compétences qui étaient associés aux énergies fossiles vers les domaines de compétences dont nous aurons besoin pour l'hydrogène et les énergies renouvelables? Merci. Monsieur Anthony, vous pouvez... Oui, alors, oui, tout à fait. Et c'est pour ça, quand je vous ai parlé de cette étude formation, mais c'est surtout compétences. Donc la première étape était de dire quelles sont les compétences et les métiers nécessaires dans la filière hydrogène. Et à partir de ces compétences, a découlé ces 85 métiers, mais avec des grandes thématiques de compétences. Et là, on voit bien finalement dans le domaine de l'hydrogène, souvent en classe, on pense hydrogène égale électrochimie. Oui, il y a de l'électrochimie, mais quand on va un peu au-delà, il y a du matériau, il y a de la mécanique, il y a de la thermique, il y a de l'électrique, il y a de l'électronique de contrôle, de l'électronique de puissance, il y a de la mécanique, il y a de la chaudronnerie. Donc on voit, c'est beaucoup de métiers qui sont finalement aussi dans les industries dites déclinantes. Et donc toute cette réflexion, c'est de travailler non seulement sur le cycle initial, c'est bien d'avoir des jeunes. Il faut des jeunes, ils créent le dynamisme, c'est la force vive, mais il faut aussi penser aux gens qui sont déjà là, qui ont une expertise, un métier, une expérience de plusieurs décennies parfois, et qui peuvent être mises au service de la technologie de l'hydrogène. Donc pour votre question, oui, ça fait partie de la réflexion, et c'est pour ça qu'on parle aussi de formation continue, et pas seulement de formation initiale. Et il est très important, et c'est d'ailleurs un des objets de ce projet Erasmus+, c'est de dire au niveau européen, quelles sont les compétences nécessaires, et raisonnons aussi formation continue, formation pour les adultes. Et rien qu'en France, la semaine dernière, France Hydrogène a signé un accord avec l'AFPA, donc l'Association professionnelle de la formation des adultes, pour aller justement dans ce sens-là. Et là, juste pour rebondir, on peut raisonner vallée d'hydrogène, écosystème hydrogène. Alors bien sûr, en fonction des bassins dans lesquels nous serons, certains auront plus, on va dire, de compétences disponibles que d'autres, mais ça peut être soit dans la production, soit dans la conversion d'hydrogène. Et ça sera aussi un élément qui sera à prendre en compte dans l'établissement de ces écosystèmes hydrogènes. Et là, côté européen, ça fait quelques années qu'on est sur ce sujet avec la plateforme dite S3, Smart Specialization, d'ailleurs où des régions françaises, néerlandaises et espagnoles étaient leaders, mais qui regroupent aujourd'hui plus de 50 régions, discutent ensemble, collaborent. Certaines vont plutôt produire, d'autres consommer, d'autres vont faire les deux, ou le transport. Et donc, c'est pour ça que je disais, ce côté formation, finalement, devient quasiment aussi névralgique que d'installer les gigafactories. Madame Cri, je crois que vous vouliez compléter. Quelques petits éléments peut-être d'information complémentaire. Nous finançons dans le programme régional un projet pilote sur les solutions hydrogènes pour les régions à forte intensité de carbone. Donc les régions qui, a priori, vont devoir, soit au niveau industriel, soit au niveau de la ressource énergétique, vont devoir accélérer leur transition vers l'énergie propre. Donc ça, c'est un premier point. C'est important parce que ce sont des régions qu'il ne faut pas laisser en arrière et dans lesquelles, justement, la désindustrialisation liée à l'abandon de certaines activités va causer des problèmes sociaux graves. Je voudrais aussi citer un autre exemple qui est au Portugal, avec une grosse société, dont je ne dirai pas le nom, qui s'occupe de raffiner les hydrocarbures et qui est en train de complètement basculer vers de l'hydrogène et du renouvelable, y compris en construisant des centres de recherche et d'innovation dans des régions qui, a priori, dépendaient des raffineries et des activités annexes. Donc ça, c'est une approche qu'il faut absolument souligner. Maintenant, moi, je me suis un peu focalisée sur le rôle des régions pour les vallées hydrogènes, mais c'est clair aussi qu'il y a des régions qui vont être productrices d'hydrogène pour exporter vers d'autres régions. C'est clair. Et puis, dans les régions, il y a aussi des ports. Et le Repower EU donne aussi une grande importance aux ports parce que, soyons clairs, on ne produira pas assez d'hydrogène à court terme dans l'Union européenne. Il va falloir en importer. C'est la logique. Moi, peut-être, je voudrais apporter un complément en tant que modérateur, mais président d'université. Je pense qu'on a différentes modalités et on a su ou on sait s'adapter. Mais il faut aussi qu'il y ait des emplois derrière. Ce qui, pour l'instant, n'est pas complètement le cas.
C'est-à-dire que basculer des formations initiales, pour l'instant, les spécialisant de trop vers l'hydrogène ou les métiers d'hydrogène, on n'en est pas encore là. On a des modules qui arrivent à l'intérieur de formations généralistes et qui commencent ces spécialisations. Faire de la formation continue, on sait faire quand on a le cahier des charges. Et pour une certaine volumétrie, peut-être que là, la notion de vallée et d'avoir un tissu industriel cohérent dans un domaine aidera à ce qu'on aille dans ce domaine-là. Et puis, il y a une autre évolution qui peut accompagner. Il y a un formidable développement en France de l'apprentissage qui permet de ce côté-là, et l'apprentissage et les formules, quelquefois de formation continue, peuvent être des bonnes formules, non seulement à l'initiale, mais aussi dans les contrats pro qu'on peut avoir, où, de ce point de vue-là, des gens qui sont déjà salariés pourraient revenir en formation à l'université sur ces compléments. Donc, je pense que les solutions, on les a. Les offres de formation évoluent dans tous les pays. D'ailleurs, je pense que c'est la même chose en Belgique. Le problème, pour l'instant, c'est qu'il faut qu'il y ait des emplois qui correspondent à cela. Alors, il y a certainement des métiers qui sont en tension, et on peut les regarder plus particulièrement. Mais quelle est la spécificité, je dirais, H2 de ces emplois? Là, le cahier des charges n'est pas encore toujours assez précis. Là, si je peux juste rebondir, justement, ça, c'est une des activités qu'on a au niveau de France Hydrogène. C'est, même si je disais, j'aime pas les couleurs, mais apparemment, dans la formation, on aime bien les couleurs aussi, c'est travailler sur la coloration hydrogène des métiers. Et ça rejoint tout à fait ce que vous dites, c'est on a besoin d'un chaudronnier, on a besoin d'un technicien de mesure, mais quel est effectivement le niveau d'expertise dans la filière hydrogène? Donc ça, c'est une activité en cours pour justement pouvoir établir ces cahiers des charges précis. Alors, on a besoin de métiers, mais en fait, on les a déjà aujourd'hui. On voit, et ça a été dit, avec les usines qui sont en train de se construire. Alors, il y en a certes pas autant que nous aimerions, mais avec les PCEI, ça va arriver vite. Déjà, les premières entreprises ont déjà du mal à recruter. Donc, finalement, les métiers, les emplois sont déjà là aujourd'hui. D'accord. Juste une attention. Je te passe à... C'est sur les cadres intermédiaires, parce que les universités forment plutôt les cadres supérieurs et des cadres intermédiaires. Et je pense qu'il y aura une tension dans beaucoup de métiers sur les cadres intermédiaires, parce qu'il ne faut pas oublier que parallèlement, il y a quand même l'électrification dans le domaine automobile qui va demander aussi beaucoup de reconversion au niveau des cadres intermédiaires. Et sur les cadres intermédiaires, je pense, alors notamment pour la France, je ne connais pas assez bien les autres systèmes, qu'on pourrait avoir une difficulté sur les gens au niveau licence professionnelle, on va dire Bac+3 à la fin d'un L professionnel, parce que là, on pourrait manquer d'emploi. Fabrice, encore un mot et puis on passera à une autre question. Encore un mot. Alors je confirme complètement que les entreprises qui arrivent ont plutôt du mal à recruter et sont à la recherche de cadres intermédiaires et de cadres sur l'hydrogène. Un dernier petit mot, je crois que l'hydrogène va permettre un grand nombre de couplages sectoriels entre le secteur de l'électricité et le secteur du gaz. On l'a vu entre l'électricité et la production d'acier. Je veux dire, la décarbonation d'une aciérie de type Dunkerque, entre la fusion électrique et puis la réduction du minerai de fer par l'hydrogène, c'est plusieurs gigawatts d'électricité. Donc, on va avoir des couplages sectoriels et c'est l'occasion de vraiment redesigner la structure des formations, c'est-à-dire avoir des compétences cœur disciplinaires, puis avoir des compétences d'ouverture très très larges qui permettront d'appréhender ces grands et ces nouveaux couplages sectoriels. C'est vraiment une opportunité qui va être gigantesque. Je crois que tu... If I can add to that. I think indeed it's a problem of the... Oui, et je pense que c'est aussi une question des compétences techniques dont vous avez besoin au niveau de base. Il y a beaucoup d'experts qui travaillent sur la combustion du gaz naturel, ils connaissent les règles de sécurité et je pense qu'il faudra faire exactement la même chose pour les gens travaillant sur l'hydrogène. On voit aussi beaucoup de secteurs où il y a besoin d'experts en réfrigération avec les différentes réglementations en place. Donc c'est vraiment un défi partagé pour de nombreux secteurs. Et par exemple, dans le port d'Anvers, on voit déjà des conversions, on voit
déjà des investissements dans la mise en place de systèmes où les employés peuvent avoir accès à des formations. Chez ArcelorMittal, à Gand, on voit aussi une conversion vers la nouvelle stratégie hydrogène. Il y a des usines pilotes où on se concentre vraiment sur la formation afin de mettre en place un nouveau système. Donc l'industrie s'en rend bien compte. Le problème, c'est que l'on ne trouve pas de jeunes qui aient les compétences techniques nécessaires. Je pense que c'est vraiment le message que nos politiques et nos usines devraient partager avec le monde. Nous avons besoin de plus de jeunes qualifiés, notamment pour tout ce qui est des métiers techniques. Il faut que vous alliez au micro, si vous voulez bien, à droite. Oh, mais but it's better if you can go to the mic because other people can have the translation. C'est mieux comme cela, tout le monde pourra avoir accès à la traduction. We have the same technical problem on the other side. Ah, il semblerait qu'on ait le même problème technique de l'autre côté. C'est pour ça qu'on a besoin de techniciens. Exactement. Alors, je m'appelle Robert Vartak-Pensan. Je travaille pour le Centre européen de la recherche et de la technologie ici à Bruxelles. Ma question est très simple, en fait. On a beaucoup de professionnels de l'hydrogène, hydrogène bleu, vert, propre. Monsieur Depape a également mentionné l'hydrogène naturel. Et je connais un professeur à Kiev, en Ukraine, qui appelle l'hydrogène naturel l'hydrogène qui est encore sous terre, à des milliers de kilomètres sous terre. Il remonte petit à petit, et en Afrique, au Mali spécifiquement, il y a un village qui utilise cet hydrogène naturel pour répondre à tous les besoins de la société. Donc, ma question pour vous et pour tous les intervenants d'aujourd'hui, est-ce que ce type d'hydrogène fait partie de votre domaine d'intérêt? Alors, qui veut répondre à cette question? Qui veut commencer, en tout cas? Merci beaucoup pour la question. Alors, je vais répondre à la question en anglais ou est-ce que vous préférez en français? Ok, je vais le faire en français. L'hydrogène natif ou l'hydrogène souterrain, donc effectivement partie actuellement de la recherche. Pour l'instant, on ne parle pas encore de massification, on est plutôt dans la recherche, c'est-à-dire savoir détecter les gisements, savoir les exploiter, savoir les repérer. Donc effectivement, ça fait partie des programmes de recherche. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs dans les programmes d'Hydrogène Europe, mais en tout cas, dans le plan de recherche français, il y aura un appel à projet sur la question de l'hydrogène natif et du stockage souterrain de l'hydrogène. Voilà. Donc actuellement, je crois qu'on en est au stade plutôt de la recherche sur l'hydrogène natif. Alors, Monsieur Depape est... Excuse me, you say we will have a call. You call your... Désolé, vous avez dit que vous alliez avoir un appel à projet. Vous étant... Sur la stratégie nationale hydrogène française. Ok, oui. D'accord. I think I can only add to that it's true. Oui, alors pour l'instant, nous en sommes vraiment au stade de la recherche. On écrit des documents, on réalise des analyses. Il y a eu une publication très intéressante d'un de mes collègues qui travaille pour Engie. Il est également professeur dans ma faculté et il a publié sur la question de l'hydrogène naturel et notamment pour les défis liés à ce type d'énergie, le stockage, l'approvisionnement, etc. Donc ici, il ne s'agit pas de la panacée, c'est vraiment un défi que l'on devra relever ensemble. Je pense que le potentiel le plus élevé, c'est vraiment dans les pays où le soleil brille constamment et
l'Europe doit négocier avec ces pays, établir des partenariats durables pour importer de l'hydrogène pour notre industrie. L'hydrogène peut être une des sources d'énergie, mais pour l'instant, il semblerait qu'il ne s'agisse que d'une source d'énergie limitée qui ne pourra pas répondre à tous nos besoins. Nous ne voulons pas perdre notre confort, mais nous ne voulons pas perdre nos industries non plus. Et donc, nous devons veiller à ce que la transition soit surtout durable. Disons effectivement que l'hydrogène naturel ne fait pas partie de l'agenda stratégique de recherche et d'innovation de l'entreprise commune Clean Hydrogen JU. Donc ça n'a pas été intégré comme une des voies à considérer dans ce programme-là. Sauf si le conseil d'administration voit qu'il y a des avancées extraordinaires et prometteuses, mais comme le disaient mes collègues aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Après, quand j'entends aussi certaines grandes entreprises pétrolières qui connaissent le métier de l'exploration, j'en connais plusieurs qui sont plus que très sceptiques quant au potentiel réel de l'hydrogène naturel. Pas qu'il n'y en ait pas, mais effectivement la ressource est assez limitée, dans des endroits pas forcément habités, connectés, donc il y a des travaux d'exploration, de forage, puis mettre en place l'infrastructure nécessaire pour l'acheminer à un point de stockage ou de transport, et il y a aussi un aspect de purification. En fonction des sites, l'hydrogène n'est pas pur. Donc il va aussi avoir ce travail de filtration. Et tout dépend des composants qui sont avec l'hydrogène. Donc on va finalement, ça reste un challenge. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le traiter, mais comme le disait justement mon collègue à côté de moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un besoin de répondre rapidement, de massifier la production d'hydrogène renouvelable et bas carbone. Et pour ça, la filière électrolytique est quand même la priorité à donner, avant d'avoir des voies diverses. Alors, on a un budget croissant, mais un budget croissant ne veut pas dire un budget limité. Donc, si on veut aller vite, et avec REPowerEU, on a même doublé notre challenge de passer de 10 à 20 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable et bas carbone. Donc, essayons déjà de focaliser sur ce qui permettra d'y répondre le plus rapidement possible, et ça reste quand même la filière électrolytique. Donc voilà, c'est pour ça aujourd'hui, pourquoi pas, mais ce n'est pas une des priorités choisies pour répondre à l'urgence climatique et aussi à l'urgence énergétique que nous faisons face aujourd'hui. Moi, je voudrais juste conclure en disant qu'il devient aussi, il y a le challenge d'exploration, le challenge technologique, mais il y a aussi le challenge sociétal, parce que tout ce qui consiste à creuser, à extraire, y compris de la chaleur, hein, sans parler des matériaux ou des minéraux stratégiques qu'on peut avoir, hein. On le voit bien, la géothermie, par endroits, dans une actualité récente dans le Grand Est, a montré que ce type d'activité pouvait être compliqué. Et puis là, on est sur des forages, si j'ai bien compris, sauf cas très particuliers, qui sont des forages très profonds, dont on n'a pas forcément l'habitude et dont on ne sait pas non plus l'impact que ça peut avoir. Donc pour l'instant, c'est très balbutiant d'après les réponses. Mais merci pour votre question, monsieur. D'autres questions? Oui, monsieur. Merci. Oui, bonjour à tous. Nicolas Quiromès de l'Université de Lorraine, projet Dynamise. J'avais une question, justement, plutôt, j'aimerais que vous me rassuriez sur le fait qu'il ne va pas y avoir une concurrence entre l'hydrogène produit localement, qui sont un peu l'idée des vallées hydrogène, et l'hydrogène importé. Alors ça, je vais peut-être passer, parce que j'ai vu aussi que la Commission et l'Europe s'intéressaient plus particulièrement justement à ce type de régulation sur les marchés, en fait. Alors, premièrement, il faut effectivement, dans REPowerEU, il y a un défi énorme qui est de doubler nos ambitions en matière d'hydrogène. C'est clair qu'à court terme, on n'y arrivera pas avec de l'hydrogène produit localement. Mais le but de l'exercice n'est pas, à la fin, de développer des espèces de colonies pour produire de l'hydrogène pour l'Europe. Soyons clairs, c'est pas ça. Le but, c'est d'aider certains pays qui ont une capacité, qui ont les ressources, à produire de l'hydrogène renouvelable, d'abord pour leurs propres besoins, donc de les
accélérer vers la transition propre, parce que c'est un problème au niveau planétaire, c'est pas un problème de l'Union européenne. Je crois qu'on représente à peu près, si je me souviens bien, mais les chiffres et moi, on n'est pas copains, bien que je sois ingénieur, 12% de l'impact carbone, en fait, sur le climat. Donc, l'objectif, il est mondial. Donc, notre approche, c'est de dire, nous allons vous aider à produire des énergies renouvelables et de l'hydrogène renouvelable, d'abord pour vos propres besoins et d'exporter le surplus. Ça, c'est un principe. On n'est pas en train de reproduire le cas de certains produits alimentaires qui ont donné lieu à des déforestations, etc. Ce n'est pas du tout l'approche. Au contraire. Donc, ça doit être un win-win, gagnant-gagnant. La deuxième chose, c'est que si on produit de l'hydrogène vert, même de l'énergie renouvelable, dans un pays en dehors de l'Union européenne et qu'on l'importe dans l'Union européenne, cette importation, pour nous, doit être verte. Je ne vois pas la logique de faire transporter dans des méthaniers reformés de l'hydrogène vert qui sera transporté par propulsion utilisant des produits pétroliers. Je veux dire, ça s'appelle du greenwashing dans ma compréhension. Donc, ce n'est pas non plus le but. Le but, c'est que la chaîne totale soit renouvelable ou propre. Le problème qu'on a derrière, et ce qui va peut-être amener à nuancer un petit peu, mais temporairement, encore une fois, vraiment très temporairement, c'est qu'on a une double contrainte. La première, c'est que ces bateaux fonctionnant à l'hydrogène, ils sont en construction. Ils n'existent pas. Alors qu'on a un problème critique. Le deuxième, c'est qu'on n'a pas de standard au niveau international. Donc il faut accélérer à tout prix la standardisation. Et ça, c'est critique. Et il faut que cette standardisation, pour moi, mais là, j'espère que je plaide des convertis, il faut qu'elle corresponde à tous les usages. C'est pas de l'hydrogène. On ne va pas standardiser pour qu'il puisse être utilisé par les bateaux. On va standardiser pour qu'il y ait des standards qui, à terme, puissent être compatibles. Ça serait complètement idiot d'avoir dans un port, on peut refueling, on peut ravitailler. Merci beaucoup. Je vous ai dit, ça me faisait des vacances de parler ici, parler en français. Donc, ravitailler les bateaux et pas ravitailler les camions qui vont ensuite prendre ce qui vient des bateaux. Je veux dire, c'est absurde. Il faut, même si ce n'est pas le même standard, il faut qu'il y ait des compatibilités qui existent au niveau de la fourniture et des transferts au niveau de la fourniture par les infrastructures. Donc ça, cette histoire de standardisation, elle est critique. Pour l'international, elle est encore plus critique, parce que si vous avez un pays qui veut exporter, qui développe des standards, qui vont ensuite avoir posé des problèmes à l'arrivée en Europe, ce n'est pas nous qui allons nous adapter à ces standards. Donc, s'il y a une urgence, c'est la standardisation. Vraiment critique. Le point principal, je répète, c'est que la chaîne soit entièrement renouvelable. Et deuxièmement, que ce soit win-win, c'est-à-dire qu'on aide en même temps les pays exportateurs vers nous à faire leur transition énergétique. Alors, je voudrais juste réagir. Merci pour votre excellente question. Je partage complètement les propos d'Hélène Cré. Transition juste et équitable. C'est un peu ça, c'est un des objectifs du Green Deal. Donc, et ça veut bien dire, c'est si on veut importer, si on veut favoriser la production d'hydrogène renouvelable à l'étranger, notamment on pense aux pays africains, il faut que ce soit juste. Et donc on partage, il faut que ça leur bénéficie à décarboner leur production d'énergie, parce qu'eux, ils ont déjà un premier problème d'énergie. Généralement, ils n'ont même pas d'électricité du tout. Donc déjà, aidons-les à avoir de l'électricité et à élever leur niveau de vie avant de vouloir importer l'hydrogène à nos propres fins industrielles et pour notre propre confort. Donc là, je partage complètement. Alors aussi, je partage le fait de l'impact que ça a. Alors on a parlé de standards, d'empreintes, mais aussi de coûts. Aujourd'hui, les études économiques montrent que transporter de l'hydrogène en bateau sur des milliers de kilomètres peut augmenter le coût de plus d'1 euro du kilogramme. Quand on dit qu'on veut produire l'hydrogène renouvelable à entre 1 ou 2 euros-dollars du kilogramme, vous pouvez rajouter 50 à 100% du coût. Donc forcément, ça aura un impact sur le coût complet. Et ça peut répondre par rapport à la concurrence de la production locale d'hydrogène. Il y a le coût qui permettra de dire, au moins à court terme, voire à moyen terme, économiquement, il peut être plus intéressant de produire l'hydrogène au niveau local, et d'un point de vue empreinte climatique aussi. Et c'est là qu'il est effectivement essentiel de mettre en place des standards, mais des standards qui prennent en compte l'ensemble de l'analyse du cycle de vie, et non pas faire quelques conventions
qui finalement peuvent être adaptés, attribués à du greenwashing. C'est ce qu'on fait aujourd'hui un peu. Est-ce qu'il faudrait vraiment prendre en compte l'ensemble des émissions sur tout le cycle de vie, aussi bien en termes de production, de transport ou de conditionnement, puisque généralement l'hydrogène, on ne va pas le transporter par bateau, par train, de manière gazeuse, mais on va le liquéfier. Donc ça aussi, ça va émettre. Et ensuite, on va le transporter jusqu'au point d'usage. Donc tout ça, il faut qu'on fasse la somme de toutes les émissions de gaz à effet de serre et qu'on ait un standard international qui s'accorde sur comment on calcule. Et à partir de là, on aura le critère, quel coût, quelle empreinte environnementale. Et là, du coup, les utilisateurs feront leur choix de manière transparente. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en termes d'Hydrogène Europe Recherche et d'activité. Un chercheur, il est intègre et donc il doit démontrer que ces résultats sont reproductibles et le faire de manière transparente. Donc mettre en place ce standard d'empreinte carbone, c'est ce qu'on commence déjà au niveau international, au sein du partenariat international sur l'hydrogène, l'IPHE, où on a déjà commencé à publier un premier document qui recommande une manière de calculer l'empreinte carbone pour la production. On va aller jusqu'au conditionnement et transport. Et ensuite seulement, on pourra aller vers des garanties d'origine et des certificats. Un exemple concret, la Chine a publié un standard en décembre 2020 qui dit moi, l'hydrogène est déclaré bas carbone lorsqu'il émet moins de 14,5 kg de CO2 équivalent par kilogramme d'hydrogène. Alors qu'aujourd'hui, en Europe, quand on produit de l'hydrogène à partir de gaz naturel, on en émet 10. Mais pour eux, c'est-à-dire tout l'hydrogène qu'on produit aujourd'hui en Europe, il est bas carbone. Et on dit qu'il est propre ou renouvelable s'il a moins de 4,5. En Europe, on dit que c'est 3 ou 3,28, 3,24, 3,28 en fonction de si on écoute DG Énergie ou DG Gros. Mais je pense qu'il va y avoir une certaine fusion, alignement entre les deux. Donc on pourrait créer de la concurrence déloyale si on n'adopte pas cet accord au niveau international. Donc vous voyez, oui, c'est un sujet critique, mais ça veut simplement dire que si on met en place ces éléments-là, coût, empreinte environnementale, et finalement, la production locale d'hydrogène a toutes ses chances et va faire partie du bouquet d'hydrogène dont nous aurons besoin. Merci. Madame, s'il vous plaît. Okay, hello. My name is Emilia Janisch. I work for the European Nuclear Society. Bonjour, je travaille pour la Open Society européenne et j'ai une question au sujet de l'hydrogène produit à partir d'électricité nucléaire. On sait que pour garantir la transition énergétique, il faudrait faire appel à des énergies qui émettent peu de CO2, mais quid donc de l'hydrogène produit à partir de centrales nucléaires? Au modèle français? Pas seulement? Non. Alors voilà, je vais peut-être démarrer, là je vais prendre ma casquette CEA. Oui. Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, alternatives je veux dire, donc aussi renouvelables, c'est les deux. Il n'y a pas de concurrence entre les deux. Pour juste revenir à ce que je viens de dire, le juge de paix doit être l'empreinte carbone. Quelle est la quantité de gaz à effet de serre qui a été émis quand on produit de l'hydrogène? Moi, je préfère ça comme critère de choix plutôt que de dire je pars d'énergie renouvelable ou bas carbone dans le nucléaire. À la fin, c'est quoi la somme? C'est ça qui nous intéresse si on veut vraiment combattre le changement climatique. Après, si on a d'autres considérations philosophiques ou autres, ou économiques, c'est un autre élément. Mais d'un point de vue environnement, c'est l'empreinte carbone qui doit compter. Et de ce point de vue-là, les chiffres qui sont fournis par le GIEC disent qu'aujourd'hui, produire de l'électricité à partir des géants nucléaires émet autant de gaz à effet de serre que l'électricité produite par l'éolien. Et 3 à 4 fois moins que l'électricité produite à partir de photovoltaïque. Donc quand on promeut l'énergie photovoltaïque, j'ai rien contre. Il faut juste savoir qu'on émet 3 à 4 fois plus que si on utilisait l'éolien ou le nucléaire. Donc finalement, d'opposer le nucléaire aux énergies renouvelables est un faux combat. Les deux sont complémentaires. Il y a des risques différents et qu'il faut tout à fait admettre. Il y a des choix politiques, sociétaux différents et il faut les admettre. Comme le disait Didier, Fabrice Lemoine par exemple tout à l'heure, nous avons à l'Europe tous le même objectif, la même vision, mais des chemins différents pour y aller. Et en fait, c'est la complémentarité des approches qui nous permettra au niveau européen d'atteindre nos objectifs. Je vais peut-être repasser la parole à Mme Decré qui a réagi aussi. Parce qu'en fait, dans les stratégies des différents pays, notamment quand on regarde la stratégie française ou la stratégie allemande, c'est ce qu'on m'avait fait remarquer,
D'un côté, on peut avoir le nucléaire pour pouvoir produire de l'hydrogène. De l'autre côté, il y a des choix qui ont été faits en Allemagne qui sont différents et là qui sont pour éviter le charbon. Donc ça donne, en fait, je pense, dans l'Union des politiques de pays qui peuvent être relativement différentes. Alors, on va peut-être revenir aux fondamentaux. L'Union européenne, c'est une association où dans certains domaines, on donne le pouvoir à l'Union européenne et dans d'autres domaines, on ne le donne pas. Et le energy mix, donc la façon dont on conçoit l'équilibre ou la composition des sources d'énergie, c'est un pouvoir des États. Et là, quand je parlais des hydrogen valleys, je parlais des ressources. Bon, c'est pas à nous, au niveau européen, d'aller dire à un pays quelles ressources il doit utiliser. Ce que nous disons, c'est vous avez un objectif. Cet objectif est commun. Donc cet objectif commun de décarbonisation et surtout de protection du climat passe par un certain nombre d'actions. Maintenant, ensuite, la discussion entre les États, comment on le fait, comment on respecte, jusqu'où on respecte les contraintes locales ou nationales, c'est une discussion à avoir au niveau des États, entre les États. Mais c'est clair aussi que la France n'est pas toute seule dans ce débat et que, d'autre part, il faut aussi voir, et là c'est peut-être plus technique, que les énergies renouvelables et l'énergie produite à partir du nucléaire ne correspondent pas forcément, quand on parle d'hydrogène, aux mêmes besoins. Elles ne servent pas à lisser les mêmes demandes, je dirais. Donc après, c'est une décision qui sera probablement au niveau des États, entre États, mais que le critère n'est pas oui ou non pour un type d'énergie. Le critère, c'est quel est le meilleur moyen, comme disait M. Anthony, d'aboutir à réduire l'impact climatique, tout en gardant l'énergie dont nous avons besoin, dont les industries et les citoyens ont besoin. Merci. Une dernière question ? Il n'y a pas de dernière question. Je vais vous laisser à chacun 1 minute peut-être pour nous dire quels sont les verrous que vous voyez, parce qu'on a des plans stratégiques de pays, de régions européens. Est-ce qu'on arrivera à atteindre les objectifs, à votre avis, de ces stratégies, ou est-ce qu'il faut encore les accélérer, notamment en termes, par exemple, de gigawatts produits à partir de l'hydrogène ? On va reprendre le même ordre, Madame Cray ? C'est difficile comme question, mais est-ce qu'on va assez vite ou pas, finalement ? On va jamais assez vite. D'un autre côté, on est là pour mobiliser. Si on peut aller encore plus vite, c'est encore mieux. Moi, ce qui me gêne souvent, c'est qu'on a des recherches, on a des boîtes à outils qui sont colossales. Il faut qu'elles passent dans la réalité. C'est là où il faut faire un effort plus grand. Malheureusement, souvent en Europe, on a une politique de silo national et de silo technique. Certains autres pays, pour ne pas les citer, ont des processus qui vont de la recherche jusqu'au marché pour un même domaine. Donc tant qu'on n'arrive pas à faire ça, qu'on n'arrive pas à mieux lier la recherche et l'innovation avec l'investissement final, et je ne parle pas seulement en matière d'argent, je parle aussi en matière de testing, d'infrastructures technologiques, en matière de soutien aux innovateurs, etc. Ce n'est pas seulement une question d'argent, hein. C'est aussi une question technique. Tant qu'on n'accélère pas ça, on n'ira pas assez vite, parce que les autres iront plus vite que nous. Donc, mobilisons-nous. Moi, c'est le seul motto que j'ai. Merci. Alors, juste pour ajouter effectivement à ce besoin de synergie qu'on essaie de mettre en œuvre au niveau européen, moi, j'aurais aussi tendance à dire il faut accélérer les activités de recherche. Souvent, on nous dit mais c'est bon, maintenant, on a fait de la recherche pendant 10 ans. Maintenant, c'est la place à l'industrialisation. En fait, mais comme je disais tout à l'heure avec le marathon, oui, on est en tête aux 10 km, mais si on veut être à l'arrivée, c'est maintenant même qu'il faut augmenter l'effort d'investissement dans la recherche. Et ça, pour la recherche courante, améliorer les produits que les industries doivent sortir rapidement, donc les aider dans l'accélération, dans la montée en gamme, mais préparer l'avenir avec la prochaine génération, 3e génération à venir. Et là, on a vraiment besoin d'accentuer encore plus tous les budgets de recherche au niveau européen, comme au niveau de tous les États membres.
Et c'est bien le fait de pouvoir travailler ensemble, et c'est une des réunions qui a lieu aujourd'hui à Berlin dans le cadre de l'EURA, justement d'essayer de voir comment, en addition de l'effort européen, les différents États membres, au niveau de la recherche, peuvent mieux travailler ensemble, s'aligner pour aller plus vite, plus fort, et donc aider encore mieux l'industrie européenne pour atteindre les objectifs industriels et climatiques. Un président d'université, plus de recherche va bien. Monsieur De Pape. Yeah, thank you. I can only agree. Tout à fait d'accord. Comme je l'ai déjà dit, je pense que nous devons travailler côte à côte avec toutes les entreprises et il faut peut-être regrouper le savoir-faire. Chacun dispose de son savoir-faire, essaye de publier sur la base de leurs connaissances. Il faudrait publier ensemble, il faudrait que le secteur industriel et les chercheurs publient ensemble. Et sur la base des questions du monde industriel, essayer de trouver les réponses pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. Et dans le cadre de notre projet, nous voulons apporter des réponses à moyen terme, mais aussi à court terme, et aider ainsi les entreprises à réfléchir aux prochaines étapes. Du point de vue scientifique, c'est comme ça que la crise du Covid a été gérée. Il y avait beaucoup de sciences ouvertes et sur la base de ce partage des données scientifiques, on a pu développer un vaccin. Le comportement des scientifiques a changé. Moi, je suis auteur de nombreux articles scientifiques. Je pense qu'il faudrait publier davantage, partager davantage notre savoir-faire pour travailler la main dans la main. Moi, tout à fait d'accord pour dire qu'il faut accélérer la recherche, mais en même temps, il faut accélérer le développement des usages de l'hydrogène. Je pense en particulier à l'hydrogène pour décarboner l'industrie, clairement, notamment le secteur de la chimie. Le secteur de la chimie où on a besoin d'hydrogène comme ressource pour fabriquer... Alors les deux substances chimiques les plus produites au monde, c'est l'ammoniac, qui sert à faire les engrais. Donc il faut vraiment développer la recherche pour faire de l'ammoniac, du e-ammoniac. Ça peut être des procédés classiques avec du e-hydrogène, ça peut être des procédés beaucoup plus innovants pour faire de l'ammoniac électrolytique. Donc il faut vraiment accélérer et en développant l'usage, donc développer ces e-chemicals, donc ces chemicals qui proviennent de l'électricité, ces e-fuels. Le deuxième produit, c'est le méthanol. Donc il faut accélérer le développement de e-méthanol. Et puis ensuite, on va passer sur toutes les matières plastiques, ce qui fait les briques de base. Donc, il faut développer l'acétylène. Voilà, c'est clairement. Donc, il faut accélérer d'une part la recherche pour mettre au point ces procédés qui vont être à base d'électricité, et d'hydrogène produite à partir de l'électricité, et puis en développer les filières industrielles qui vont derrière. Clairement, voilà, il faut d'avoir d'un côté la recherche, de l'autre côté développer les usages. Merci. Moi, je vais donner juste mon avis. Ça prendra. Je pense qu'on aura gagné le pari dans les 10 ans à venir si, dans le public, c'est-à-dire dans la population, l'hydrogène aura pris une vraie réalité, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Je regardais simplement des titres de médias qui se demandent, en posant la question, si l'hydrogène est le futur pétrole ou la future essence ou autre. Ce qui montre bien que c'est encore un concept de l'hydrogène dans la population qui est extrêmement inconnu et qu'à un moment, il faudra bien que les gens voient, et c'est ce que vous disiez d'ailleurs, voient le bénéfice de ce changement. Et si on réussit ça à faire dans les 8 ans qui viennent, parce que là, on est dans beaucoup de plans 2030, je crois qu'on aura gagné. Je vous propose de remercier tous les participantes à cette table ronde et merci à vous pour les questions que vous avez posées.